France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du Premier ministre albanais. Bonjour Edi Rama. Je rappelle que vous êtes Premier ministre socialiste depuis presque 13 ans. Vous êtes de passage en France. Votre pays de 2,7 millions d'habitants est au-devant de l'actualité à divers titres. Alors récemment, il y a eu un sommet des Balkans occidentaux. Il apparaissait comme le deuxième mieux placé parmi les 6 pour entrer dans le club européen dans le futur. Par ailleurs, l'Italie de Giorgia Meloni a construit sur votre sol un centre de rétention des migrants hors des frontières de l'UE qui a fait couler beaucoup d'encre. Puis troisième sujet brûlant, un complexe hôtelier de luxe porté par Ivanka Trump et son mari Jared Kushner autour du lagon protégé de Vioja Narta qui génère une vague de manifestations. Alors on commence évidemment avec vous par la question de ce club européen des 27 que vous voudriez rejoindre. Vous le trouvez en tellement bon état de santé, ce club des 27 ? Mais ça dépend beaucoup du point de vue, parce que d'un côté, c'est vrai que le club de 27 a besoin de se réformer, a besoin de changer pour être à l'auteur des défis de ce nouveau monde. Mais de l'autre côté, et de notre point de vue, ce club de 27, cette Europe unie, reste le plus beau et le plus grand projet que l'humanité a jamais conçu à travers la politique. Alors, chaque semaine, nous vous proposons un tour de l'actualité européenne. C'est tout de suite l'Europe en bref avec Oyana Almandoz. 100 tonnes de matériel d'urgence ont été acheminées par l'UE vers l'est de la RDC, une région en proie au conflit où l'épidémie d'Ebola se propage. La commissaire européenne à la gestion des crises, Hadja Labib, s'est rendue sur place. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides. Par crainte d'une propagation du virus à la Coupe du monde de football, les États-Unis demandent à l'Europe d'imposer des restrictions de voyage strictes aux personnes venant d'Afrique centrale. La Belgique annonce ne pas céder aux pressions américaines et plutôt suivre l'avis des scientifiques. La Bulgarie ne donnera plus ses stocks de munitions issus de l'ère soviétique à l'Ukraine. Connu pour ses positions pro-russes, le nouveau Premier ministre Rumen Radev plaide pour un dialogue avec la Russie. Nous avons déjà donné suffisamment, tandis que notre pays continue d'enregistrer des pertes socio-économiques en raison de cette guerre sanglante. Nous sommes convaincus qu'une solution pacifique ne pourra pas être obtenue par des moyens militaires. Il n'exclut pas pour autant de vendre des armes à Kiev. En Arménie, la victoire de Nicole Pachinian aux élections législatives a de quoi rassurer les 27. Le parti du Premier ministre pro-européen a obtenu 49,8% des voix face à 3 partis d'opposition pro-russes. Si Nicole Pachinian souhaite maintenir des liens forts avec la Russie, historiquement proche depuis l'éclatement de l'URSS, il promet un rapprochement avec l'Occident. Pour la chef de la diplomatie de l'UE, l'Arménie a choisi un avenir européen. Edi Rama, l'Union européenne, vous l'avez entendu, pousser un ouf de soulagement en voyant les résultats pro-européens de l'Arménie sur son front est à l'issue du sommet de Tivat au Monténégro le 5 juin, qui était consacré à l'élargissement de l'Union européenne. On a senti les 27 préoccupés par la poussée de l'influence russe, peut-être même chinoise, dans les Balkans occidentaux. Est-ce qu'elle progresse beaucoup selon vous ? Mais bien sûr, ça ne regarde pas l'Albanie vraiment, parce que l'Albanie est un pays très, très pro-européen. Et qui n'est pas slave. Il y a aussi la question de la langue. Russie en Albanie, ce n'est pas présent du tout. La popularité de Vladimir Vladimirovitch, c'est vraiment entre 1,5 et 2,7%. Mais quand il s'agit des autres pays, et vous l'avez dit,
c'est plus complexe. Et c'est pour ça que moi, je pense, et à Tivat, j'ai vraiment insisté sur la nécessité d'un pas important politique pour réunir l'Europe politiquement et après pour continuer à travailler. C'est basé sur le mérite, effectivement, l'avancée dans les négociations. Vous êtes le deuxième pays le plus avancé, juste derrière le Monténégro. Vous avez ouvert chacun des 33 chapitres de négociations. Et vous réclamez de manière résolue une accélération du processus d'adhésion. Vous visez même 2030. C'est peut-être un peu ambitieux, d'autant que les pays membres, certains pays membres, l'Allemagne par exemple, sont en train d'offrir à l'Ukraine un statut intermédiaire d'adhésion associée. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je ne pense pas que ça va aller comme ça. L'idée française qui a été poussée par Nicolas Sarkozy, le président, et après qui a été repris par Emmanuel Macron de créer une Europe qui fonctionne avec des cercles et que une Europe qui est unie politiquement et qui a aussi l'agilité et la capacité de prendre des grandes décisions sans être otage de veto et de tout ça, c'est la formule appropriée. Tandis que je ne crois pas dans ces sortes de formules, comme vous avez dit, intermédiaire. Adhésion bis, quoi. Je ne crois pas en ça. Je pense qu'il faut trouver la force pour une nouvelle élan et pour un nouveau moment que j'appelle un nouveau Helmut Kohl moment, dans le sens que Helmut Kohl, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, il n'a pas dit aux Allemands de l'Est mes frères, mes sœurs, la liberté maintenant c'est un fait, mais il faut travailler avec les chapitres. Il a dit on se réunit et après on travaille ensemble pour s'intégrer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se réunir tous autour de la table. Il faut avoir tous les pays qui négocient autour de la table. Et après, chacun des pays doit faire son propre travail. Vous avez d'ailleurs cette proposition que les pays futurs de l'adhésion, eh bien, on ne puisse plus exercer pendant un certain temps le droit de veto. Et ça, vous êtes plutôt favorable. Oui, et surtout en tant qu'un Européen convaincu, je pense qu'un grand pouvoir global ne peut pas fonctionner avec le consensus et les vétos. De l'autre côté, je pense que si on recommence avec la politique et on finit avec la technocratie, on y arrive. Parce que pendant que les pays sont autour de la table, mais ils doivent remplir toutes les conditions pour arriver à avoir les mêmes droits autour de la table. Alors, ça veut dire que ça sera naturellement une table où le veto n'existera pas jusqu'à quand l'Europe elle-même va se réformer, parce que ce mécanisme ne fonctionne pas même entre les 27. Edi Rama, Premier ministre d'Albanie, parlons de l'ambiance dans votre pays plombée par un projet de la fille de Trump et de son mari, un complexe touristique de luxe sur l'île de Sazan qui suscite la colère des Albanais, qui appelle d'ailleurs cela la révolution des flamants roses, c'est-à-dire des manifestations qui dénoncent la destruction des espaces protégés, un système trop clientéliste selon eux. Edi Rama, le projet est chiffré par vous à 4 milliards de dollars. Vous jugez que ce projet pour les ultra-riches est indispensable pour booster votre tourisme, qui est évidemment important dans le PIB. Vous ne voulez pas y renoncer, en fait, et vous parlez même d'influence étrangère dans les manifestations. Pourquoi? Les manifestants sont bien sûr des Albanais, bien sûr des citoyens de notre pays, bien sûr des hommes et des femmes qui ont leur droit de manifester contre quoi que ce soit. Mais ce n'est pas les Albanais en général, parce qu'on a l'évidence que la majorité des Albanais, ils veulent le projet. C'est parce qu'on fait les enquêtes et tout. Deuxièmement, les manifestations ne sont plus quelque chose autour du projet. On ne parle même pas de projet. Les manifestations,
sont maintenant une sorte de mélange de différents groupes qui sont contre le gouvernement et qui veulent la fin de ce gouvernement qui a été Ça n'est pourtant pas l'opposition. Vous avez l'habitude des grandes manifestations de l'opposition. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est là, conservateur. Mais là, c'est pas l'opposition. Tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est vraiment une manifestation qui montre que l'Albanie, c'est un pays normal, démocratique. Mais de l'autre côté, on ne parle plus du projet, on ne parle plus de la substance. C'est un beau sujet pour attirer l'attention du monde entier parce que tous ceux qui n'aiment pas, pour dire ça légèrement, Donald Trump, il adore cette manifestation parce que ça leur donne la possibilité de trouver une autre raison pour aller contre Donald Trump. Mais le fait, c'est qu'il s'agit d'un investissement très important, d'un investissement qui n'est pas que de Jared Kushner, mais où font partie aussi des investisseurs de Qatar. C'est un investissement qui va nous aider à passer d'un tourisme low cost qui vient avec beaucoup de pression sur la nature, beaucoup de pression sur l'environnement, beaucoup de pression sur le trafic, dans un tourisme qui a aussi cette catégorie qui amène beaucoup plus d'argent dans le pays. Pourtant, l'endroit donc autour de l'île de Sazan a été sanctuarisé par une loi sur les aires protégées, notamment depuis 2017. La nouvelle loi de 2024 intègre des clauses pour motifs économiques. Est-ce que, justement, c'est un projet qui n'est pas en relation avec les flamants roses? On dit les flamants roses, la nature, l'air protégé. Il ne s'agit pas de l'île. Il ne s'agit pas d'un changement de loi pour rendre le projet faisable. Il ne s'agit pas de la zone protégée, mais il s'agit d'un territoire qui appartient à la 5e catégorie de protection depuis 2017, qui est paysage protégé, où on peut construire, mais il y a des conditions. Et pour dire exactement ce qui se passe, il y a beaucoup d'interférences, soit les interférences de l'Iran, avec lesquelles on est dans une guerre cyber depuis 3 ans, soit l'interférence des compétiteurs autour de la région qui ne veulent pas ce développement en Albanie. Et soit, comme j'ai dit, toutes les autres préoccupations d'une partie de la population qui veut des choses différentes. Mais nous, on a été élus pour faire ce qu'on a promis. Et entre les promesses, c'est aussi ce projet. C'est très intéressant parce qu'à Tirana, ils protestent. À Vlora, où le projet doit se faire, les gens veulent le projet. Il y a aussi, on sent bien quand même la question de la corruption qui est dans ces manifestations. Rappelons que la moitié des magistrats ont été révoqués sous la pression de l'Union européenne dans un processus un peu unique au monde de vetting, d'évaluation par des experts étrangers. Le parquet anticorruption a ouvert une enquête sur la provenance des fonds pour ce projet autour de Sazan. Ça, c'est un autre... Est-ce que c'est quand même l'affairisme autour de la famille Preuve qui fait parler? Ça fait partie de tous ces demi-vérités qui, heure après heure, à travers les réseaux sociaux, devient toujours plus grand mensonge. Parce qu'il n'y a jamais eu un contrôle sur les fonds, il n'y a jamais eu un problème avec les fonds. Les fonds proviennent de la Banque d'investissement de Qatar. Et nous, on est à Paris et cette banque a acheté un tiers de Paris. Et il n'y a jamais eu ce problème avec le projet. La structure anticorruption était en train de faire une investigation sur un des propriétaires qui ont vendu le terrain. L'investigation continue et les fonds sont été mis dans un escroc qui veut dire que si la propriété de celui-là est légitime, il va prendre l'argent, sinon la République d'Albanie va obtenir l'argent et le distribuer aux propriétaires potentiels qui vont sortir de ce... Il y a un problème de propriété aussi. Ça n'a rien à voir avec le projet. Alors, quand il s'agit de la corruption,
l'Albanie a fait contre la corruption une montagne de choses qui a été la première raison pour laquelle on a ouvert tous les chapitres et qui est notre cheval de bataille. Alors oui, la corruption, c'est un problème. La perception de la corruption, j'ai vu un sondage au niveau européen. La perception de la corruption des gens, c'est beaucoup plus grave dans des pays qui sont des pays membres que l'Albanie, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité de la corruption. On passe à un autre dossier, si vous le voulez bien, qui est très important aussi pour les Européens, d'autant qu'ils viennent d'adopter une directive retour pour les migrants déboutés du droit d'asile vers des pays tiers, et que vous avez en quelque sorte servi de laboratoire avec l'Italie de Giorgia Meloni. Elle est à ta droite, vous êtes socialiste, je le rappelais, Edi Rama. Vous avez construit un centre de Gjader dans le nord de l'Albanie. La justice nationale internationale avait fait à plusieurs reprises des blocages et vous avez pu recevoir peu de migrants. C'est débloqué. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Rien. Ça concerne, comme je l'ai dit en plusieurs reprises, ça concerne l'Italie. C'est un projet qui va être géré par l'État italien et l'administration de toutes les procédures concernent l'État italien. Et nous, on a offert la disponibilité du terrain et de l'espace, mais pour le reste, c'est l'Italie. Mais votre ministre des Affaires étrangères a suggéré que l'Albanie ne prolongerait pas cet accord migratoire avec l'Italie au-delà de 2030, parce que vous allez adhérer d'ici là. C'est notre disons, phrase qui a été mise hors contexte et qui est devenue virale. Mais c'est ça, la viralité des demi-vérités, c'est devenu le plus grand problème pour les démocraties et pour les opinions publiques et pour les gens, parce qu'on ne comprend rien, on ne comprend rien vraiment. Mais votre projet, donc, il est viable et il est bien accepté par les populations, ce centre de rétention des migrants il n'y a pas un problème d'Italie. Il n'y a pas un problème dans la population, on n'a pas senti ça. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Edi Rama, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.